Bonsoir, bonsoir tout le monde. On vit dans une masterclass, hein. J'ai pas raison le Joker. Voilà, ça y va dans le chat, j'ai vu ça. Quelle entrée, n'est-ce pas? Bonjour Mémé, bonjour Mémé. Au revoir Mémé, parce que tu vas me tenir chaud. Voilà. Bonsoir tout le monde. Oui, bon bah oui, oui, il y a un OLG qui est sorti aujourd'hui. On est revenu sur l'union de la gauche, ça y est, j'avais dit qu'on le ferait, on l'a fait. Je pense que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bonjour la gauche, bonjour tout le monde, merci tout le monde de soutenir ces petits lives du lundi soir. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça va, c'est bon. Quoi d'autre? Ah ouais, bah pour ce qui est des actus là, apparemment il n'y a pas de backseat jeudi parce que Jean il est malade. Mais apparemment c'est pas le Covid. Et ça tombe bien, moi j'avais fait un test juste avant d'aller à backseat, ça aurait été dommage de se faire contaminer comme ça. Donc du coup j'ai pas allé à Paris et il est pas improbable que on fasse quand même un live avec Host sur du contenu qui nous sera fourni par Mediapart. Voilà, comme on avait fait un peu quand ils avaient organisé leur débat des écolos, vous savez, on l'avait streamé par-dessus pour parler par-dessus. Et bah, on va faire pareil, mais sur une des premières interviews de candidates, je peux pas encore vous dire qui c'est, qui aura lieu donc du coup jeudi sur Mediapart. Donc on va commenter par-dessus, ajouter un peu de bruit à la cacophonie ambiante, évidemment. Quoi d'autre? Je voulais commencer parce que oui, alors il y a eu un sondage qui s'est lancé, hein. Est-ce qu'on vit littéralement dans une société, dans Don't Look Up, dans Squid Game, dans Joker? Bon, une société a gagné, c'est vrai qu'on vit dans une société, et j'avais ajouté dans le chat, je pense que même on vit dans Dava. Et il y a des gens qui disaient, mais c'est quoi Dava? Bon bah si vous avez vu l'épisode d'aujourd'hui, je vous encourage à regarder le dernier épisode de Dava, qui est sorti à Noël, pour Noël. Dava, ils ont un modèle un petit peu particulier, je vous montre ça tout de suite. Dava, ils font des vidéos de 1h38 qu'ils mettent en format payant sur Pasquinade. Voilà le site des Pasquinades, je crois que c'est Haroun qui a lancé ça, où tu peux voilà, fournir du contenu payant sur cette plateforme. Et leur contenu payant c'est quand même 1h38 de conneries. Je sais pas, je vais vous mettre un petit extrait de Urdkuk, donc le dernier qui dure 1h38. Sinon tout ça c'est trouvable sur Dava, D-A-V-A, sur YouTube. Bon, disons que j'ai eu quelques semaines plutôt compliquées. Et j'ai mis... Ça ressemblait à quoi? J'ai mis l'extrait d'un speech, d'un monologue, sur le bonheur. Oui, Urdkuk, ça veut dire un rail de coke, un café. Il y a des motifs, si vous voulez, dans Dava. C'est juste, en fait, le principe, c'est juste deux mecs qui racontent des trucs, qui se racontent des trucs les uns aux autres. Et voilà. C'est mieux avant. T'as sans doute dû déjà entendre cette formule. Hein. Ouais. Bah ça tombe bien, moi j'y étais avant. Je peux dire que tout n'était pas rose. Il y avait notamment Hitler. Je crois que c'est Oscar Wilde, tu sais, qui disait « Croire, c'est le vouloir. Le vouloir, c'est pouvoir tout en gardant espoir. » Alors qu'est-ce qu'on attend? Et c'est quoi pour toi le bonheur? Voilà, c'est là où on arrive à cette masterclass sur le bonheur. J'espère que vous entendez bien. C'est tourné en Belgique apparemment, en tout cas eux ils disent que si vu la couleur des briques ça serait pas étonnant. Je crois que celui-là est tourné en Belgique. Oh, le bonheur c'est les larmes d'une colombe qui coulent sur un poème, c'est passer des moments hyper sympas, c'est chanter, savourer, déguster, frétiller avec le bon son pop rock autour d'un trio de crudettes équitable et faire ainsi le plein de vitamine T, la vitamine tendresse. Le bonheur, c'est aider un aveugle à liker une page. Le bonheur, c'est un gel d'aloe vera qui hydrate et protège la peau des agressions du quotidien comme la pollution ou le terrorisme islamiste. Le bonheur, c'est un pédophile qui joue du piano. Comme dirait Steve Jobs, le bonheur, c'est le sourire d'un ordinateur. Le bonheur, c'est prendre des rails de vie, tu vois. Ou même encore mieux, des rails de coke. De la coke trop bonne. Sur une musique tellement planante, tellement belle.
aussi belle qu'une fleur qui pleure, et dont les larmes forment la rosée à l'aurore d'une Europe qui protège. Car oui, le bonheur, c'est une intelligence artificielle qui conseille les jeunes sur leur orientation sexuelle via un système de bons plans. C'est se sentir revivre, se chamailler puis se blottir, tricoter, papoter, rouspéter, faire des guilis, vivre ensemble tout simplement. D'accord. Le bonheur, c'est ce poème que j'envoie sur la rosée d'une colombe. Jean de La Fontaine. Ok. Et alors, Alors oui, nous continuerons plus que jamais à rire, à pleurer, à chiner, à piquer des coups de gueule. Bon voilà, je crois que vous avez vu un peu l'idée. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, je suis d'accord, faut rentrer dedans. Mais quand tu es rentré dedans, non, c'est pas de l'impro. Ils ont écrit son speech sur le bonheur, il l'a refait en entier dans une autre vidéo. C'est écrit, ils font aussi de la scène. Et voilà, vous pouvez aller les voir, ils sont des fois dans des espèces de cafés-théâtres à Paris aussi. Mais oui, c'est un sketch quoi. Le lien, bah, vous tapez Dava sur YouTube et vous devriez tomber là-dessus. Voilà, c'était pas ça le wokisme. Ça c'était Urdkuk, c'est parce que je les ai utilisés du coup en mettant ça en lien avec Taubira. C'est vrai que c'est un peu bâtard dans ma vidéo sur d'aujourd'hui là sur l'Union de la gauche. Et voilà, c'est pas bon. Bah si, moi je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon. Hop. On a peut-être pas le même humour, qu'est-ce que vous voulez? Dava divertissement, ad vitam aeternam. Oui. Mais moi je dis masterclass. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Parce que très bien. Bon, peut-être le programme de ce soir. Le programme de ce soir, qu'est-ce que j'ai mis de côté? J'ai dit pour Backseat, j'ai dit pour... voilà, le dernier Backseat c'était sympa, il y avait Cécile Duflot, tout ça. Bon, on va parler des abstentionnistes avec ce sujet. Libération fait un dossier sur l'abstentionnisme, sur les abstentionnistes, pourquoi ils vont pas voter. Et dans ce papier que je vous ai choisi, ils vont à Grenoble. Personne ne voit les choses comme nous, ils vont dans le quartier le plus pauvre de Grenoble. Pendant la campagne présidentielle, Libération interroge des groupes de Français qui ont choisi de ne pas ou plus voter. Vont-ils réutiliser leur carte d'électeur en avril ? En Isère, les habitants du quartier Mistral, le plus pauvre de Grenoble, disent ne se retrouver dans aucun candidat déclaré. Voilà, on va aller à Chicagreux. Voilà, Grenoble c'est chaud, Grenoble c'est Chicagreux. On va parler du vrai faux colloque à la Sorbonne pour mener le procès du wokisme. Parce que, alors, vendredi soir, j'ai animé une soirée avec des profs. Ça a viré en AG, évidemment, puisque grève à partir de jeudi, il me semble. Un mouvement de grève s'est amorcé. Et pourquoi je parle de ça? Parce que il râlait contre Jean-Michel Blanquer, contre le manque de moyens, le manque de postes, etc. Et pendant ce temps-là, Jean-Michel Blanquer, lui, met des moyens pour notamment subventionner un colloque sur le wokisme, un vrai faux colloque. Donc là, j'ai lu le papier du Monde. J'ai lu un thread sur Twitter aussi qui rapportait un peu ce qui s'y était raconté. Mais j'ai lu un papier du Monde que j'ai trouvé un petit peu faible, un petit peu léger, un petit peu léger, et j'ai compté sur Lucie Delaporte et Mathilde Goannec pour pouvoir jouir d'un compte rendu un petit peu plus détaillé, un petit peu plus fourni aussi. Vendredi 7 et samedi 8 janvier s'est tenu à la Sorbonne un colloque éloigné des canons du genre mais patronné par d'illustres visiteurs dont le ministre de l'Éducation nationale qui a par ailleurs aidé à financer l'événement. Épidémie de transgenre, soleil noir des minorités, les formules ont fleuri pour qualifier la manière dont le décolonialisme et les études intersectionnelles martyriseraient l'université française. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est raconté dans ce colloque parce que c'est vraiment la suite. C'est vraiment la suite des épisodes sur l'islamo-gauchisme, etc. C'est-à-dire quand le pouvoir politique commence à se mêler de ce qui se fait à l'université et vouloir intervenir sous prétexte que ils disent des trucs qui sont un peu politisés et qui nous plaisent pas parce que c'est pas la République. Et nous on va politiser ça encore plus puisqu'on va essayer de prendre la main sur ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, dire ou pas dire à l'université. Et donc la suite d'abord des charges la ministre là de l'éducation nationale de l'éducation supérieure et de la recherche. Donnez-moi son nom s'il vous plaît parce que là je sèche là d'un coup. Vidal, voilà, c'est ça, Frédérique Vidal. La suite des assauts de Frédérique Vidal, c'est ce colloque notamment.
Mépris de la gauche, critique contre l'exécutif, sympathie pour Éric Zemmour, une semaine en immersion sur CNews. Entre le 3 et le 7 janvier, la chaîne de Vincent Bolloré a été la seule source d'information de notre journaliste, et notre journaliste en l'occurrence c'est Abel Mestre. Il s'est infligé... Alors nous, avec JD, on avait fait une journée de BFM, lui il a fait une semaine de CNews, donc on va voir un petit peu ce qu'il en a retenu. Qu'est-ce que c'est si tu t'informes complètement avec CNews? Quelle est ta vision du monde? Quelle est ta vision de la France? Entre le 3 et le 7 janvier, en plus c'est tout frais, les événements sont encore frais, donc ça va être exotique pour nous de regarder ce qui se dit sur cette chaîne-là, qu'on ne regarde sans doute qu'assez peu. Hein, moi-même je l'évite, alors que bon, je pourrais en tirer quelque chose pour les épisodes, mais je le fais pas. Christiane Taubira, quant à elle, se rapproche d'une candidature dans l'indifférence relative de ses adversaires. Là, c'est plutôt la suite du feuilleton, du grand feuilleton de l'Union, de la primaire populaire, j'en passe et des meilleurs. L'ancienne garde des Sceaux de François Hollande a fait savoir dimanche qu'elle se présentera à l'élection 2022 si elle remporte fin janvier la primaire populaire. Les autres candidats de gauche refusent toujours de se rallier à elle. Laurent Tello nous raconte du coup les hésitations, la stratégie peut-être de Taubira, on va essayer d'y comprendre un peu quelque chose. Et enfin, pour les candidats à la présidentielle, les incertitudes d'une campagne sur les réseaux sociaux. Si Twitter, Facebook, TikTok ou encore Twitch occupent une place centrale dans la communication politique, leur capacité à remplacer la symbolique des grands rassemblements n'est pas assurée, tout comme leur influence réelle sur les électeurs. Et juste avant d'arriver là, je regardais sur Twitch la chaîne Mélenchon 2022, vous voyez, je crois qu'ils sont en train de streamer Mélenchon 2022. Et ben Mélenchon 2022 sur Twitch, c'est 63 viewers à l'heure où on se parle, et vous êtes ici 2600. C'est pas encore ça, hein, le Twitch, quand il n'y a pas Mélenchon, en tout cas c'est dur de faire vivre la chaîne. Et pendant ce temps-là, bah, vous êtes plein ici, vous êtes 680 chez Dany Heraz, vous êtes 279 chez Maudit, 215 chez l'Anti-Stream, j'en passe et des meilleurs. Donc ça prend pas, hein. Ça va pas, hein. Ça va pas. Ça va pas du tout. Est-ce que parfois on n'a pas tendance, c'est ce que j'ai tendance aussi moi à dire aux politiques quand je discute des fois avec eux, c'est de dire attendez, en faites pas trop avec Twitch quoi. Twitch, surestimez pas l'importance que ça peut avoir pour votre campagne. Voilà, c'est un petit peu ça quoi. Bref, on va commencer par un premier article avant que vous ayez à voter pour ces 5 sujets. Donc ces 5 sujets, je les rappelle, un reportage vraiment sur le terrain à Grenoble auprès des abstentionnistes dans les quartiers populaires, le Mistral en l'occurrence, le quartier Mistral, hein, c'est celui-là, il existe vraiment à Grenoble, c'est pas comme Marseille. Le truc du wokisme, donc Grenoble, le wokisme, CNews, Taubira ou le numérique. Voilà, les réseaux sociaux. Voilà pour mon petit choix. Mais moi, on va lire, parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, il est bien ton épisode d'aujourd'hui sur l'Union de la gauche, machin, tout ça, mais t'es pas à jour, parce qu'il s'est passé des trucs ce week-end. Apparemment, Hidalgo a dit que peut-être, en fait, elle va pas y aller. Donc, je rattrape là aujourd'hui avec vous, on fait la mise au point, on patch, si vous voulez, l'épisode sorti cet après-midi. Où on en est où là, aujourd'hui, pour de vrai? Il me semble que l'article est à jour, publié le 9 janvier. Bon, il est à jour d'hier soir. C'est pas passé grand chose aujourd'hui dans la journée, il me semble. Donc on va commencer par ça. Voilà, et après on votera ensemble pour voir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la suite. Voilà, top, la musique, on arrête. Union de la gauche, les différents qui opposent les deux camps. Pour Yannick Jadot, Jean-Luc... Ah, il y a 2 camps. Ah, je pensais qu'il y avait plus de camps que ça. Eux, ils disent 2 camps. On sent il y a comme un parti pris hein, par Charlotte Belaïch. Et c'est vrai que c'est quand même, on commence à le dire, quoi, la Seine. Ah oui, merde, la Seine. Bien ouais. Mais je vous ai pas montré les articles, ça veut dire, vous avez pas vu les articles? Bon bah voilà, Grenoble, Libération, le faux colloque de la Sorbonne pour le wokisme, c'était Mediapart, Le Monde pour l'article sur CNews, Le Monde pour Taubira, et Le Monde encore pour les réseaux sociaux, les réseaux pas très sociaux hein, finalement. Vous avez rien vu, bah là vous avez tout vu. Donc on va regarder du coup d'abord cet article de Libération qui fait le point sur ce qui s'est passé. Toujours sous le même angle, hein, l'union de la gauche, l'union pas union. Et ça c'est quelque chose que certains reprochent aussi. Y en a qui en ont plein le cul, hein, de la primaire populaire notamment. Ils leur reprochent d'avoir focalisé, et je suis assez d'accord avec cette analyse, sur la primaire populaire, d'avoir focalisé sur la gauche
focaliser la gauche sur la question de l'union, comme si c'était notre seul problème, comme si c'était notre problème, comme si à droite ils n'avaient pas aussi des problèmes d'union ou de pas union, ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un de gauche se retrouve sur un plateau, que ce soit Hidalgo, Mélenchon ou qui que ce soit, on lui dit oui, alors l'union, et eux ils sont là, la primaire populaire, à faire exactement la même chose que les grands médias, c'est-à-dire à être là, à dire ouais, l'union. Oui, mais l'union sur quoi? L'union sur qui? L'union comment? Quelle union? J'ai appris dans Le Monde aussi, ils ont fait un portrait de Mathilde Limer et Samuel Grzywski, dans lequel ils nous apprenaient que l'association 2022 ou jamais, qui anime ce truc de la primaire populaire, compte 19 équivalents temps plein. Rémunère 19 équivalents temps plein. 19 équivalents temps plein pour aller emmerder la gauche, pour lui dire que son problème c'est qu'elle n'est pas unie. C'est-à-dire autant de gens qui prennent de la place dans les médias, dans les machins, pour dire la gauche c'est nul, elle n'est pas unie. Donc ce qu'on peut aussi raccourcir par la gauche c'est nul. Et qui envoie finalement un message assez gênant, quoi, pour les candidats de gauche, qui sont là à déjà devoir passer 20 minutes, un quart d'heure, pour répondre à ce truc-là, quoi. Qui finance ça? Bah, les grands donateurs, ils les ont montrés. Il y a Juliette Binoche, il y a des universitaires, des gens qui ont du pognon, des bourgeois de gauche, voilà, pour le dire plus simplement. Des bourgeois de gauche, et voilà, quoi, qui nous tirent un petit peu, à mon sens, une balle dans le pied. Si vous voulez refonder la gauche et utiliser 19 équivalents temps plein, vous pouvez tout à fait faire une fondation pour un nouvel Épinay, voilà, moi je suis là-dessus, ou faire un programme commun, faire vivre un programme commun, mais pas nécessairement ce truc des primaires, la candidature 2022 ou jamais, c'est de votre faute, mais enfin bon, voilà, moi je suis pas très... mais alors si vous voulez voir, je leur avais dit, il y a un entretien du coup dans Backseat, vous tapez Backseat, primaire populaire, je sais pas quoi, et je suis sur le plateau à défendre le fait que moi je ne crois pas tellement à cette idée de primaire de la gauche, mais à l'époque je pensais pas que ça allait être aussi nocif même pour notre camp, et que ça allait focaliser à ce point sur notamment les médias, sur cette question de l'union, voilà. À gauche, tout le monde s'accuse de ne pas jouer pour gagner. Ceux qui veulent l'union reprochent à ceux qui la rejettent de se présenter à la présidentielle non pour l'emporter mais pour s'affirmer, et ceux qui n'en veulent pas disent que les autres veulent entraîner tout le monde dans leur chute. Dans le premier camp, donc ceux qui disent qui veulent l'union et que les autres vont faire perdre la gauche, dans le premier camp il y a Anne Hidalgo, Christiane Taubira, respectivement candidate socialiste et potentielle candidate en son nom, soutenue par le PRG, qui pousse pour une primaire à gauche, à condition pour la première, donc Anne Hidalgo, que l'écologiste Yannick Jadot y participe aussi. Dans le second camp, Yannick Jadot, justement, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Depuis le début, le candidat insoumis, c'est marrant parce que dans le premier camp, il y a aussi Arnaud Montebourg, mais je crois que là, ça a été un échec critique, son début de campagne, on ne parle même plus de lui. C'est fini, il est même plus dans les papiers, d'ailleurs, j'en ai pas parlé non plus. Il a un peu trop bidé, salut, avec ses coups de fil, avec ses trucs, là, ça... ouais, bon, par charité, cet article n'évoque pas Arnaud Montebourg. Donc dans le camp de ceux qui veulent partir tout seuls, depuis le début, le candidat insoumis dit que l'union n'a pas de sens, trop de désaccords sur le fond, sur l'Union européenne par exemple, et pas assez de bénéfices, les voix ne s'additionnant pas comme les logos des partis selon lui. Oui, alors, c'est pas seulement parce qu'il y a des désaccords sur l'Union européenne, moi je comprends l'argumentaire des insoumis, qui se battent depuis 10 ans pour un programme assez précis, et qui disent, mais moi, si le PS nous rejoint nous, ça peut même agir comme un repoussoir pour une certaine partie de cet électorat qu'on essaie de mobiliser sur une stratégie de rupture. Comment croire que la gauche puisse être sur une stratégie de rupture si elle embarque à nouveau des vieux candidats socialistes, voilà. Donc ça, on peut le comprendre aussi. C'est pas seulement l'histoire de on a des désaccords, machin. C'est, en fait, ils vont nous plomber si tu te ramènes des gens du PS dans une union de la gauche large. Bon, Mélenchon a donc logiquement rejeté la primaire. Ça n'est pas mon affaire, a-t-il encore répété ce dimanche sur RTL, avant de concéder un pas vers le rassemblement, mais seulement après le premier tour, et il dit « Je prends l'engagement, si j'arrive au deuxième tour, que dès le lendemain, la discussion sera ouverte pour la majorité à former au gouvernement. » J'ai d'ailleurs noté que ça fait quelques semaines aussi qu'il n'étrille pas aussi violemment qu'il a pu le faire Yannick Jadot. Voilà, il a bien compris que si à un moment il devait y avoir alliance, si à un moment il y a une force de gauche qui pèse
et qui peut être une force d'appoint, c'est bien davantage Yannick Jadot que... Enfin, pas Yannick Jadot personnellement, mais les Verts, Europe Écologie Les Verts. Et c'est peut-être qu'il y a un rôle aussi du pôle autour de Sandrine Rousseau et d'Éric Piolle qui ont davantage discuté avec les Insoumis ces dernières années et qui lui ont peut-être dit mollo sur Jadot. On sait, on connaît le problème avec Jadot, mais vas-y peut-être mollo parce que le rassemblement à un moment, si c'est pour les législatives, si c'est encore après, si c'est un peu avant... ce sera avec certainement les écolos bien plus qu'avec le PS et je suis assez d'accord là-dessus. Du coup il ménage ses coups et je me souviens que lors d'une grande conférence là qu'il avait donnée dans je sais plus quelle école de commerce, il avait dit qu'il accepterait d'être le premier ministre de Yannick Jadot. Il avait dit bah, pourquoi pas, voilà. Avant de donc voilà, donc ça c'est pour Mélenchon. Bouée de sauvetage, Yannick Jadot lui ne supporte même plus qu'on lui pose la question. Le candidat écologiste juge qu'Anne Hidalgo a fait cette proposition car elle est à l'agonie. Selon lui, elle n'a en réalité jamais voulu du rassemblement. Il ne se prive pas de rappeler qu'il y a quelques mois, elle créait du clivage en remettant en question le républicanisme des écolos. Et il a raison, hein, parce que Hidalgo a fait ça avec les écolos, elle a fait ça aussi avec les insoumis. Elle va dire, je ne sais pas s'ils sont très sérieux sur le cadre républicain. Voilà, bon, bah évidemment, ça peut laisser des traces, ça veut dire, d'un coup, vous nous excluez du cadre républicain, c'est-à-dire quasiment suspect d'islamo-gauchisme, et le lendemain, faut qu'on se rassemble à tout prix. On peut comprendre que ça énerve Yannick Jadot, qui dit, ça me rapporte quoi aujourd'hui le PS ? Interrogeait-il devant quelques journalistes lors d'un déplacement à Bordeaux mercredi. C'est plus d'emmerde et de dépression qu'autre chose. Et il a raison aussi quand il dit c'est pas aux Verts de sauver le PS. Voilà. Donc je comprends Yannick Jadot là-dessus. Et en plus, c'est vrai que se trimballer le PS avec l'image du PS, c'est quand même assez compliqué. Le camp de l'eurodéputé estime que ces histoires de primaires saturent le temps de parole de la gauche, c'est vrai, et désespère ses électeurs à force de répéter qu'elle est trop faible pour y arriver sans l'union. C'est vrai aussi. Les sociodémocrates cherchent une bouée de sauvetage et veulent plomber la campagne des autres, regrette David Béliard, adjoint écolo à la mairie de Paris. On ne parle que de ça au lieu de parler du programme. Je les rejoins tous les deux. Jadot est le plus proche de nous et on est en train de l'affaiblir pour imposer nos idées, reconnaît un socialiste. De l'affaiblir pour imposer nos idées ? Au PS aussi, certains désapprouvent la stratégie d'Anne Hidalgo. Elle ne peut plus parler que de la primaire, poursuit le même élu. Il y a 200 000 contaminations par jour et on ne dit rien sur l'hôpital, la recherche, le vaccin, pour parler de cette primaire organisée par des gauchistes boutonneux. Waouh! Alors lui, il tape encore plus fort que moi là sur... En plus, c'est pas des gauchistes par contre. Hein. C'est pas exactement des gauchistes, hein, ces gens-là. Calmons-nous, on est plutôt dans la sphère diplômée, centre-ville, start-up, etc. quoi. Entre la start-up et Extinction Rébellion. Fabien Roussel, enfin, promet qu'il ira jusqu'au bout, seul. Christiane Taubira fait le choix d'être une candidate de plus. Bien, a-t-il évacué dimanche. Les communistes, qui n'ont pas eu de candidat en 2012 et 2017 pour soutenir Mélenchon, se félicitent chaque jour d'être cette fois-ci représentés. Ils répètent souvent qu'on n'existe pas politiquement quand on ne participe pas à la présidentielle. Ils savent qu'ils ne gagneront pas, mais veulent faire entendre leur voix. La gauche à 25% ne gagne pas, affirme un élu PC. Ensemble ou séparés, on perd. Et même si on se qualifiait pour le second tour, on perd tous face à Le Pen. On a une bataille idéologique à gagner, on doit reconquérir notre électorat. Ouais, avec leur stratégie de se dire d'ailleurs notre électorat c'est les ouvriers ils votent quand même un peu pour le Front National, donc du coup on va dire des trucs saucisson pinard parce que on est le parti des ouvriers, voilà, ils sont partis là-dessus, on va utiliser notre tribune pour ça, pour montrer que nous aussi on peut faire populaire, quoi, voilà. Bon, c'est ce que beaucoup disent, c'est ce que beaucoup se disent, les candidats veulent y croire, mais dans de nombreux camps, certains admettent que l'objectif de cette présidentielle est la reconstruction. On est un parti de raison, on n'est pas prêt à y renoncer. Ce qui nous anime, ce n'est pas juste de gagner, mais de porter nos idées pour l'avenir, expliquait ainsi il y a quelques jours Jean-Marc Germain, socialiste et mari d'Anne Hidalgo. J'aimerais qu'on envisage la victoire, mais là c'est compliqué, regrette un écolo. On va parler d'écologie au moins, c'est bien, mais c'était pas l'ambition de base, mais bon. À 3 mois du scrutin, la gauche s'apprête donc à présenter une multiplication de vœux pieux. Bon, bah voilà pour le petit... le petit point stratégie pour voir où en est un peu tout le monde. Alors il me semble qu'Hidalgo, qu'est-ce qu'elle a dit Hidalgo les derniers trucs là? Il me semblait qu'elle était revenue en arrière et qu'elle voulait plus participer à la primaire maintenant. Attendez, je vais regarder. Hidalgo, qu'est-ce qu'elle dit?
Parce que là, l'article est d'hier. Tant pis pour eux. Non, c'est pas ça. Anne Hidalgo, raille Marine Le Pen et Zemmour. Ah oui, ça c'est sur les parrainages. Ouais, mais je m'en fous, moi. Je parle pas des parrainages, moi. Elle a dit, il y en a qui n'ont pas les parrainages, tant pis pour eux. Bon, d'accord. Elle dévoile ses propres propositions. Ça, c'est vrai que imagine, t'es un militant socialiste. Anne Hidalgo, elle est pour la primaire, mais en même temps, faut qu'elle commence quand même sa campagne. Donc, elle commence quand même à présenter des propositions. Ah là là, ça doit être compliqué, hein. Bon, bah, je vois pas si elle a renoncé à... je sais pas quoi. Bon, on sait pas, on sait pas. Attends, si, je vais faire Hidalgo primaire. C'est quoi ces derniers trucs sur la primaire? Ah, ça y est, oui c'était ça, il y a 2 jours, c'était samedi du coup. Anne Hidalgo entend le refus de Yannick Jadot et constate l'échec actuel de son idée de primaire à gauche. La maire socialiste de Paris a estimé samedi que si les Verts ne sont pas présents lors d'un processus de désignation d'une candidature commune à gauche, cela ne s'appelle plus une primaire, elle entretient un faible espoir que les positions changent. Ah oui, donc elle se retire pas, elle dit juste mon plan a pas marché quoi. Qui est surpris. Bon. Allez, c'est l'heure du vote. C'est l'heure du vote. Tac, tac. Alors, on commence par quoi? On va peut-être pas faire autant les prolongations que la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'avais fait 2h30 de stream. Et là on a 1 heure pour lire allez, 2-3 articles. Alors, ça, c'est fini. Hop. Donc, on a Grenoble, abstention. Abstention Grenoble. Chicago. Non, je vais mettre Grenoble, ce sera plus clair pour tout le monde. Abstention Grenoble, on a le wokisme. Le wokisme, je le mets en majuscule. Il y a eu un colloque à la Sorbonne organisé par Blanquer et tout. Se sont succédés alors le moins de spécialistes en sciences sociales possible, évidemment. Hein. La seule sociologue, ça devait être Nathalie Henich. Donc elle, son terrain normalement, c'est l'art. Voilà, c'est une sociologue de l'art. Mais alors, madame a maintenant des grands points de vue sur la sociétaire. Mais enfin bon, et sur le wokisme et sur le progrès social. Donc il y avait une foule de réactionnaires qui se sont réunis, payés par l'éducation nationale. Donc ils ont dit des dingueries, donc on va regarder ce compte rendu ensemble si vous votez pour ça. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à Belmestre entre le 3 et le 7 janvier, toute une semaine à ne s'informer qu'avec CNews, en immersion. Donc un petit peu comme on avait fait sur BFM TV, lui il s'est tapé ça sur CNews, donc CNews une semaine, je vais mettre... Voilà. Taubira, qu'est-ce qu'on sait de la campagne de Taubira là? Elle y va pas, elle a un plan, on en saura plus dans cet article de Laurent Tello pour Le Monde. Et enfin, nous ça nous concerne quand même un petit peu, parce que bah, nous on va animer, je dis nous, les gens avec qui je travaille, que ce soit tous les gens avec qui je travaille, on va surtout animer cette campagne sur comme on le fait déjà, sur les outils du numérique, le digital, parce qu'on est la génération digitale. Et voilà, comment ils se positionnent les candidats sur les réseaux sociaux, le digital, le numérique? Eh bien, c'est ce que donc je vais mettre présidentiel et numérique, présidentiel et numérique. Un petit point d'étape sur qui c'est qui est rodé là-dessus et qui ne l'est pas. Voilà, j'ai mis 2 minutes de vote. Allez, battez-vous. Voilà, ça marche, c'est bon, ça marche. Tac. Et moi, c'est ma pause clope. Oui, bonjour. Donc du coup, résultat, le wokisme est arrivé premier. Donc là, j'ai tout trié. Wokisme d'abord, CNews ensuite. Et on terminera par Grenoble si on a le temps. Donc 39% pour le wokisme. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé à ce colloque, ce vrai faux colloque. L'abstention à Grenoble aussi. Et puis en effet, ouais, c'est comme le dit le chat, c'est vrai que ça n'intéresse pas grand monde, hein, Taubira finalement. On n'en saura pas beaucoup plus, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'on s'en fout, donc c'est pas très grave. Voilà, c'est un petit peu ça votre message ce soir. Qui a la rêve de la ZIC? Je vais vous mettre la playlist dans le chat. Enfin, la playlist, c'est même carrément une vidéo compile de City Pop sur YouTube. Parce qu'on va pas se faire chier à choisir les morceaux un par un. On n'a pas le temps ici. On dirait les musiques de City Hunter. Oui, bah c'est un peu la même idée, hein. Bon, le wokisme. Très bien. Bon, on peut couper le son. Tac, c'était bien. Donc,
Université, donc je vous disais que ce colloque était finalement une nouvelle étape, je remets la cam bientôt, hein, une nouvelle étape dans la lutte contre l'islamo-gauchisme, l'indigénisme et en gros toute pensée un peu contestataire qui trouverait à, je sais pas, s'incarner dans des projets de recherche, enfin des chercheurs qui du coup étudieraient les inégalités, étudieraient les discriminations, etc. Tout ça c'est déjà du wokisme, c'est dangereux parce que ça remet en cause... Macron l'a dit, Macron a dit... les sciences sociales divisent la société, coupent la société en deux ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, hein, vraiment il avait dit un truc comme ça. Donc c'est pas bien, il faut pas faire ça. Alors on pourrait dire, c'est le racisme en fait qui coupe la société en deux. Non, 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 c'est même, ne serait-ce qu'en parler, ne serait-ce que étudier le racisme. Non, il vaut mieux faire comme si ça n'existait pas et se contenter de discours lénifiants sur on est tous égaux, je ne vois pas les couleurs, etc. Vendredi 7 et samedi 8 janvier, c'est donc tenu à la Sorbonne un colloque éloigné des canons du genre. Alors je sais pas si vous connaissez les canons du genre du colloque, mais c'est des trucs normalement avec des chercheurs déjà, normalement, avec des chercheurs spécialistes du sujet du colloque, qui vont produire pour le colloque une petite communication sur un sujet donné. Alors mettons que tu fais un colloque sur, je sais pas, Stendhal, chacun va venir avec son petit exposé sur Stendhal, mais chacun de ces chercheurs normalement est un spécialiste de Stendhal ou au moins de la littérature du 19e, vous voyez un peu l'idée. Normalement c'est ça un colloque, et normalement ça n'intéresse que les chercheurs la plupart du temps, et voilà. Bon bah là, non, parce que là, tout le monde est venu dire son avis sur le wokisme, personne n'était spécialiste du wokisme, et définir wokisme déjà. Donc le ministère de l'Éducation nationale a sponsorisé ça, a aidé à financer l'événement, et on y a entendu des dingueries comme épidémie de transgenre, soleil noir des minorités, les formules ont fleuri pour qualifier la manière dont le décolonialisme et les études intersectionnelles martyriseraient l'université française. Vendredi 7 janvier, il est à peine 9h, deux mondes s'affrontent aux portes de la Sorbonne. Dehors, étudiants et enseignants-chercheurs, soutenus par plusieurs syndicats, dont Solidaire, la CGT et l'UNEF ainsi que le NPA, moquent les paniques identitaires et dénoncent un événement réactionnaire. Donc je suis assez d'accord jusque-là. Dedans, on se presse pour prendre place dans le prestigieux amphithéâtre Liard pour 2 jours de colloque sur la déconstruction et le wokisme afin de reconstruire les sciences et la culture. Et parce qu'ils ont tout déconstruit, c'est Derrida, ça il déconstruit tout, puis après il faut tout reconstruire. Plus de 1300 personnes se sont inscrites pour assister au débat. La plupart suivront la discussion jusqu'à samedi en ligne en raison du contexte sanitaire. Et voilà, il y avait moi j'ai vu d'un fil Twitter qui suivait le truc en ligne sur Zoom, apparemment c'était assez compliqué, assez laborieux de suivre ce truc-là, parce que bon, tout le monde n'était pas au point sur les outils du numérique, à commencer par les organisateurs du colloque eux-mêmes. Mais enfin bon. En plus des agents de la Sorbonne, légèrement sur les dents, des jeunes du très droitier syndicat UNI, l'Union nationale universitaire, font le contrôle des passes sanitaires et des entrées, sweatshirts floqués à leur couleur sur le dos. Bon, je crois que c'est clair, Je crois que voilà, là, il y a des syndicats dehors, les syndicats c'est la CGT, Solidaire et tout, qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc réactionnaire, et comme pour leur donner raison, le syndicat réactionnaire par excellence, le syndicat étudiant réactionnaire par excellence, historique, l'UNI, lui contrôle les passes sanitaires avec des sweatshirts floqués à leur couleur, c'est-à-dire même pas déguisés en personnel de l'administration ou discrètement cachés derrière une parka neutre, non, non, non. On y va gaiement. Ce sont d'ailleurs quasiment les seuls étudiants présents, les cheveux blancs étant plutôt dominants dans l'assistance. Évidemment, c'est des paniques morales de vieux, donc t'as la moyenne d'âge évidemment du public de CNews et des plateaux de CNews, donc cheveux gris à l'intérieur, de toute façon on le voit, la photo est assez éloquente à cet égard. Deux jeunes gens s'en plaignent auprès de l'un des intervenants. Les étudiants ont eu peur de venir, c'est sûr, mais nous vous soutenons. Voilà le colloque. Pas faire de délit d'agisme, mais enfin tout de même c'est assez significatif. Notamment que les gens s'inquiètent de ce qui se passe à l'université, et c'est précisément des gens qui n'y vont pas, et qui la plupart du temps n'y envoient pas non plus leurs enfants. On avait fait un épisode sur l'islamo-gauchisme pour parler de ce truc-là, et on notait que l'islamo-gauchisme, les attaques contre l'islamo-gauchisme à l'université, c'était aussi des attaques tout simplement contre l'université qui était devenue un des derniers lieux qui permettait un peu de mobilité sociale, parce que quand t'as pas trop de sous et que tu arrives à parvenir jusqu'au niveau des études supérieures, alors que tes parents ont pas de diplôme, en général c'est à l'université que tu vas te retrouver, là où les enfants de bourgeois vont dans bien d'autres écoles, dirons-nous. Dans les travées, avant l'ouverture des travaux sur la pensée décoloniale, aussi nommée woke ou cancel culture. Ah ouais, tout est pareil en fait, pensée décoloniale, woke, cancel culture, c'est tout pareil. Les discussions donnent un peu le ton.
Maintenant, si t'as un fils qui veut mettre une jupe, tu vas devoir lui dire oui peut-être, se plaint un participant. Alors qu'il y a 30 ans, ça se faisait pas, et puis c'est tout. J'aime beaucoup le et puis c'est tout. Aujourd'hui, t'es un homme hétérosexuel le lundi, femme le mardi, et tu te fais opérer le mercredi. L'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy tweet depuis la salle ses remerciements pour cette initiative salutaire. Souvenez-vous, François-Xavier Bellamy, c'est... c'était le candidat donc aux européennes, candidat malheureux des Républicains aux européennes, et c'est un mec qui est plutôt dans la mouvance catho-tradi, hein. Donc lui il va là-bas, il est très content. Elisabeth Lévy, éditorialiste vedette, oh il y a Elisabeth Lévy, elle distribue les saluts sonores, elle est déjà bourrée quoi, c'est le matin, elle est t'es venu François-Xavier. Une journaliste prend des notes pour l'incorrect, d'autres spectateurs ont tout annulé pour entendre en vrai de vrai Mathieu Bock-Côté, chroniqueur choisi par Europe 1 et CNews en remplacement de Zemmour. Je l'adore, il est génial, non hein, vous avez l'émoticône Elisabeth Lévy évidemment dans le chat. Ils seront servis. Alors Mathieu Bock-Côté évidemment, qui lui aussi est sociologue, je crois qu'il avait fait sa thèse sur les partis politiques ou je sais pas quoi, je sais plus sur quoi c'était sa thèse, mais enfin bon. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est pas un sociologue, si tu veux, qui analyse tellement la société. Il a une spécialité, pareil, il est hyper spécialisé dans un truc précis, un petit peu comme Nathalie Henich, elle, c'est sa spécialité, c'est le champ artistique, si tu veux. Et lui, son truc, c'était la formation de je sais plus quel parti politique. Bref, nombre des intervenants sont des chouchous de CNews et de Figaro Vox, effrayés par la dictature des minorités. L'essayiste Pascal Bruckner, figure médiatique de ce courant néoconservateur qui a récemment publié Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Le dessinateur Xavier Gors, qui a récemment quitté le monde après la censure de dessins jugés insultants, Pierre-André Taguieff, qui a imposé le terme d'islamo-gauchisme dans le débat public, et dont Nicolas Lebourg rappelait récemment dans Mediapart le rôle essentiel joué dans la dénonciation de l'antiracisme comme nouveau totalitarisme, ou encore le linguiste François Rastier, connu pour ses croisades contre l'écriture inclusive et les recherches sur le genre. Mais pour l'heure, la star du jour s'appelle Jean-Michel Blanquer, évidemment, présent à la tribune en ouverture des travaux. Le ministre de l'Éducation nationale remercie les organisateurs pour ce colloque sur un thème si essentiel, pour avoir eu le courage et la persévérance de l'organiser, et s'excuse par avance de la brièveté de son passage en raison de la crise sanitaire, mais il devait être là, en Sorbonne. Le ministre a même financé l'événement sur un fonds réservé. Bah oui, parce qu'apparemment, c'est pas dans les prérogatives du ministère de l'Éducation nationale que de financer un colloque universitaire. Vous voyez bien que l'université a son propre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a Frédéric Vidal à sa tête. Pourquoi, d'un seul coup, au ministère de l'Éducation nationale, on financerait ça? Bah, il n'y a pas de circuit normaux de financement des colloques par l'Éducation nationale, donc du coup, fonds spéciaux, fonds réservés, ça fait plaisir. Quand l'université ne soutient pas les universitaires, il faut bien qu'ils aillent chercher du soutien ailleurs, nous a répondu la professeure de littérature Emmanuelle Hénin, cheville ouvrière de l'opération. Encore une fois, littérature, c'est pas des sciences sociales, hein. Un tel patronage n'a rien d'évident. Co-organisé par deux associations extra-universitaires controversées, l'Observatoire du décolonialisme, vous vous souvenez de cette... voilà, ça c'était dans la suite des offensives contre l'islamo-gauchisme, il y a un truc qui s'est créé qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme, c'est que des réacs qui font des papiers, alors pas du tout des papiers de recherche, hein. Ils font des petits papiers pamphlets. Donc c'est au nom de sauver la recherche, hein. Ils veulent sauver la recherche des chercheurs eux-mêmes en fait, parce que toujours avec ce truc de s'attaquer aux domaines qui sont pas les leurs, pour faire des petits pamphlets, pour dire regardez, c'est n'importe quoi. Alors d'ailleurs ils vont même très loin, parce que eux, l'Observatoire du décolonialisme, ils vont jusqu'à moquer les sujets de recherche des gens. Tu vois, ils vont prendre le thème, l'intitulé de la thèse, et ils vont dire ah, vous voyez, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire, machin, tout ça. Ça, c'est l'Observatoire du décolonialisme. C'est très sérieux, donc vous en doutez. Et le Collège de philosophie, l'événement ressemble plus à une discussion savante, mais très politique, qu'à un colloque, selon les canons du genre. Contacté par Mediapart, on dirait aussi un plateau de TV Liberté, on peut dire aussi. Contacté par Mediapart, Sorbonne Université a d'ailleurs tenu à préciser qu'elle n'avait rien à voir avec l'organisation, nous renvoyant vers la chancellerie des universités. Celle-ci, sous le patronage du recteur de Paris, propose en effet différentes salles du prestigieux bâtiment à la location pour des entreprises, des associations, autonomie des universités oblige. Ah ouais, c'est pour ça que c'est à la Sorbonne. C'est parce qu'on a forcé la Sorbonne. L'autonomie des universités, ça veut dire que les universités doivent trouver elles-mêmes des ressources économiques, hein. Et maintenant, il faut qu'elles soient autonomes. Donc du coup, la Sorbonne fait louer des salles par la chancellerie des universités.
Et donc c'est dans ce contexte-là que ça s'est retrouvé à la Sorbonne. Donc c'est pas directement l'administration de la Sorbonne, c'est qu'il y avait des salles qui étaient là pour la location, quoi. L'Observatoire du décolonialisme, fondé l'an dernier pour... Mais vous voyez, l'habileté, c'est de faire style que c'est à la Sorbonne malgré tout, donc d'avoir quand même le prestige des lieux qui rejaillit et l'aura de sérieux qu'il y a normalement derrière... ça, c'est une vraie fac, quoi. L'Observatoire du décolonialisme, fondé l'an dernier pour mettre un terme à l'embrigadement de la recherche et de la transmission des savoirs par l'idéologie décoloniale, réunit des universitaires et des chercheurs, pour certains éminents dans leur spécialité, mais qui ont tous pour point commun de ne pas avoir de compétences particulières sur les sujets de sciences sociales dont ils parlent. Dans une tribune publiée le 5 janvier dans Le Monde, 74 chercheurs mettaient en garde contre une telle caricature. Il s'agit, est-il précisé dans ce colloque, de favoriser la construction chez les élèves et les étudiants de repères culturels fondamentaux et de faire un état des lieux aussi nuancé que possible. Cette recommandation laisse perplexe, donc souligne cette tribune, lorsque l'on constate que les animateurs des tables rondes sont les intervenants, et vice-versa, et la quasi-totalité d'entre eux membres de l'Observatoire. Il serait vain dès lors d'attendre débats contradictoires ou mise en perspective. Enfin, le Collège de philosophie, on y vient, au Collège de philosophie, association loi 1901 pour le moins confidentielle, peut induire en erreur tant son nom est proche du Collège international de philosophie, une institution au rayonnement scientifique international créée notamment par Jacques Derrida, le penseur de la déconstruction. Des intellectuels tels que Giorgio Agamben, Barbara Cassin, Jacques Rancière, Alain Badiou en ont assuré la renommée. Donc vous voyez, on part déjà sur un truc hyper malhonnête, quoi. Hyper malhonnête. Il y a un truc qui s'appelle le collège de philosophie pour entretenir la confusion. On va à la Sorbonne parce qu'en fait on a loué une salle parce qu'ils étaient obligés de la louer, etc. Vous voyez la fumisterie, vous voyez le côté l'arnaque, quoi, déjà, la malhonnêteté dès le départ même de l'entreprise de base, quoi. Et alors qu'il sera tout au long de la première journée beaucoup question de Derrida, pas un seul spécialiste connu de l'intellectuel n'est présent. Or, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire Derrida. Moi, j'ai essayé de lire Derrida, franchement, vaut mieux être un spécialiste de Derrida et comprendre la langue, hein, parce que moi, j'ai rien pané. Enfin, j'ai pas pané grand-chose, en tout cas. Donc, mais après, peut-être que là, ces génies-là l'avaient très bien compris, mais enfin, c'est vrai que je ferais plutôt confiance à des gens dont c'est le sujet. Il y a des penseurs comme ça, si c'est pas ton sujet, c'est assez dur à lire. Et c'est assez dur à lire si c'est pas ton sujet de spécialité. Te lance pas dans de la vulga sur un truc que t'as à moitié compris. Bon, bah, c'est ce qu'ils vont faire, y a pas de problème. Donc, on parle de la déconstruction, qui n'est pas la propriété de Derrida, justement pour montrer que c'est un concept dynamique, pas figé, qui est aujourd'hui réinterprété, justifie Emmanuel Hénin. Donc tant pis, on parlera pas de la déconstruction telle que Derrida l'a forgée, on fera du à peu près. De toute façon, la déconstruction, c'est tout ce qu'on veut mettre dedans, de toute façon, c'est un peu ce qu'elle dit. Certes, mais quand l'anthropologue Albert Doja saute en quelques minutes de la dispute intellectuelle opposant Jacques Derrida et Claude Lévi-Strauss sur la leçon d'écriture du célèbre ouvrage Triste Tropique à l'écriture inclusive, on s'interroge sur le choix du panel. Parmi les intervenants, mêmes approximations et parfois tromperies sur l'étiquette. Sami Biazoni, présenté comme philosophe, est un ancien trader en matières premières à la Société Générale, ancien candidat au municipal sur une liste dissidente de LR dans le 8e à Paris, docteur en philosophie. Mais on ne lui connaît aucune publication scientifique. Pierre Valentin, également présenté comme philosophe, est en réalité journaliste en formation, salarié depuis 1 an par Figaro Vox. Alors vous le connaissez peut-être, Pierre Valentin ? Pierre Valentin, c'est celui qui a produit cette fameuse note en 2 volumes pour la Fondapol, je crois, le truc de Dominique Régnier. Et il a fait une note sur le wokisme et je sais pas quoi. Il fait que citer... Alors moi, j'ai écouté un entretien d'1 heure avec lui dans le train. Moi j'étais pas avec lui dans le train, mais j'étais dans le train, j'ai écouté un entretien d'1 heure de lui sur VA+, sur Valeurs Actuelles. Donc c'est vraiment le mec, il pareil, hein, dans le genre, j'ai pas tout compris les sujets dont je m'en parle, il fait exactement ça. C'est-à-dire, il va prendre en plus des chercheurs aux États-Unis pour faire peur, tu vois, il va couper quelques phrases et dire regardez, ils veulent tout déconstruire, machin, regardez cet auteur que j'ai trouvé américain qui va même jusqu'à dire que ceci, cela, quand bien même cet auteur américain serait pas du tout étudié, serait pas du tout une référence, nous, dans nos débats, nous, en France. Donc voilà, dans le genre, j'importe les paniques morales des États-Unis, je me demande même si, plutôt que d'aller fouiller lui-même dans les sources, il s'est pas contenté de fouiller dans les critiques du wokisme américaine
pour avoir un corpus, en fait, en fait, il a repompé, à mon avis, des papiers qui ont dû être faits aux États-Unis. Donc, on est vraiment dans l'importation pure et simple. Et l'entretien était assez glaçant et en même temps assez risible parce qu'il terminait sur le fait que le wokisme, il faut faire très attention. En fait, vous voyez que c'est très lié au fait que ça va vous mettre dans la dépression, machin. Alors, l'autre lui demande, mais alors comment on fait si on a une sœur qui est en train de tomber dans le wokisme? Et lui, il fait, il faut faire attention parce qu'une fois qu'on est dans le wokisme, eh bien tout nous paraît sombre parce que tout n'est plus que rapport de domination et donc on a tendance à sombrer encore plus et alors on peut se demander est-ce que c'est la dépression qui amène au wokisme ou le wokisme à la dépression. Mais en gros, sa thèse, c'était vraiment, il terminait vraiment en disant le gauchisme est une maladie mentale. Il revenait énormément en fait à la santé mentale des gens, machin, tout ça. Donc c'est pareil, c'est pas très très sérieux et c'était assez risible. En tout cas, ça pourrait être risible si Pierre Valentin n'était pas invité à un colloque qui, aux allures sérieuses, est présenté en plus comme philosophe. Mais bon, les philosophes, c'est toujours plus ou moins de l'arnaque, hein. Donc il est l'auteur d'une note sur le phénomène woke pour la Fondapol, c'est ça, en 2 volumes. L'agrégé de lettres classiques et adjoint à l'urbanisme à la mairie de Pec, Raphaël Dohan, devient dans cette présentation historien et intervient sur la cancel culture. Alors que lui, donc du coup, il est agrégé de lettres classiques et adjoint à l'urbanisme. Mais bon, à droite, ils s'en battent les couilles, hein. Tu sais, tu les écoutes. En fait, ils savent pas tellement ce que c'est historien. Pour eux, Zemmour, c'est un historien, tu vois. Pour eux, à la limite, je sais pas, Ferrand, Stéphane Bern et comment il s'appelle l'autre métronome là, machin là, c'est des historiens pour lui. Tout ça. En fait, il suffit de parler d'histoire, t'es historien. Donc, ça n'a rien à voir. Si tu veux, on pourrait dire qu'un historien, c'est quelqu'un qui intervient dans le champ de la recherche historique, c'est-à-dire qui publie des papiers, qui est reconnu par ses pairs, etc. Ça pourrait être ça, une définition un peu à minima relativiste de ce qu'est un historien. Un historien, c'est celui qui est reconnu comme un historien, si possible par ses pairs, si possible dans le champ de la recherche historique. Mais non, historien, c'est quand t'as dit, voilà, c'est historien, voilà. Ce n'est pas un colloque scientifique, c'est une réunion politique, cingle Caroline Ibos, sociologue au département études de genre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Bon, elle, j'imagine qu'elle n'a pas été invitée à parler parce que elle, pour le coup, c'est son domaine. Ce n'est pas un problème d'ailleurs, encore faut-il le dire. C'est d'autant plus gênant que ces gens se drapent dans la neutralité axiologique et ne cessent de dénoncer les chercheurs qui confondraient la science et le militantisme. Le plus gros souci dans tout cela est la présence de Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale semble n'avoir cure de cette critique, vantant dans sa prise de parole un événement intellectuel, scientifique, sur un sujet qui a de grandes conséquences sociales, sociétales, civiques. Les Lumières font peur, il y a comme une haine de soi qui doit être identifiée, poursuit le ministre. Comment ça, les Lumières font peur? Ah, parce que pour lui, les Lumières, c'est le siècle des Lumières, c'est l'universalisme. Oh, ouah, le bordel! J'essaie de comprendre, hein, mais je crois que c'est ça, hein, dans sa tête. Parce que, au contraire, tu vois, les lumières, c'est ce qui va donner Marx, c'est l'émancipation, tu vois, tu peux le tirer complètement dans l'autre sens et dire que, au contraire, ceux qui se battent aujourd'hui pour plus d'égalité et qui vont être qualifiés de wokistes sont les descendants des Lumières et qu'on a une pensée, au contraire, réactionnaire qui s'inscrit dans la critique des Lumières, à l'inverse. Mais enfin bon, pour lui, c'est pas grave. Lui non plus, de toute façon, c'est pas son sujet de spécialité. Avant d'appeler à l'offensive pour sauver l'universalisme pris en tenaille, ouais, la fameuse tenaille, entre revendications identitaires de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, voilà, il est vivement applaudi. Ceci n'est pas un colloque, s'amuse le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, co-organisateur, citant le peintre Magritte, alors que le ministre s'échappe sous les huées du dehors. Ah oui, dehors ça gueule, hein, mais dehors c'est ceux qui gueulent. Pour présenter la première table ronde consacrée aux 3 âges de la pensée des constructionnistes, dont le wokisme et l'intersectionnalité seraient les enfants, il invite à réfléchir sur une période où tout serait oppression, unique clé de lecture du monde contemporain. L'historien Pierre Vermeyren, spécialiste du monde arabe et auteur d'un livre récent sur la métropolisation du monde, estime que tout est sur la table depuis 60 ans, un seul mot d'ordre intellectuel et politique, retourner la civilisation européenne contre elle-même, le verbe français contre lui-même. Alors qu'au contraire, ce serait, pour d'autres, tu peux dire, aller jusqu'au bout des promesses et de la République et des Lumières. Allez, au contraire, ce serait continuer cette histoire-là. Mais enfin bon, au fil des tables rondes et de la critique de l'intersectionnalité, concept visant dans l'analyse sociologique et politique à croiser les discriminations de classe, de genre ou encore de race au sens de construction sociale, hein, de race au sens de construction sociale, l'ouvrier, le prolétaire est régulièrement convoqué
Face au soleil noir que sont devenues les minorités, j'imagine que vu l'ardente défense qu'ils ont dû faire des ouvriers et des prolétaires, c'est au cœur de leurs préoccupations toute l'année, et j'imagine que la salle devait être elle-même pleine d'ouvriers et de prolétaires qui sont eux-mêmes saoulés par la place prise par les minorités, bien sûr. Alors les minorités c'est vague, hein, c'est même très vaste, comprendre les femmes, les racisés, les personnes LGBTQ+, ça fait quand même une grosse... Parce que si tu les ajoutes tous, t'as quand même beaucoup plus que la moitié de la population française. Hein. C'est une bonne grosse minorité. Hein. Souvent par des personnalités pourtant peu connues pour leur sympathie marxiste, évidemment. Hein, là, les ouvriers, ça les intéresse. Mais normalement, non. Hein. Pascal Perrineau, politologue à Sciences Po Paris, habitué des plateaux télévisés, critique ainsi une idéologie qui vise à déconstruire toutes les catégories du réel et la démocratie représentative, et parle d'une obscure oppression généralisée par les hommes blancs hétérosexuels qu'il faudrait déconstruire avec d'autant plus de vigueur qu'elle n'a pas l'évidence de l'oppression économique. Il tacle au passage des membres du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et notamment Réjeanne Sénac, pour son livre « L'égalité sans condition, osons nous imaginer et être semblables », paru en 2019, avant de glisser sous l'œil complice de l'assistance. Vous voyez pourquoi je ne suis plus directeur. Ah, on en profite pour puter sur les collègues, bah c'est élégant, après quand même 21 années passées à la tête du CEVIPOF. La prétendue mainmise des tenants de l'intersectionnalité, du décolonialisme ou des genderistes sur l'université française, sous influence nord-américaine, est au cœur des discussions, hein, y compris sur les sciences dites dures, comme la physique ou les mathématiques. Le programme pour la mobilisation des savoirs autochtones dans l'étude de la physique, développé par l'université Concordia au Canada, provoque l'effroi. Ils veulent décoloniser la lumière, moque Bruno Chawa, spécialiste de littérature. Encore une fois, vous voyez, on prend un truc qu'on a à peine compris, alors là c'est au Canada du coup, on prend un truc au Canada qu'on a à peine compris, et tu le caricatures, et tu en fais un, regardez, ils veulent décoloniser la lumière, j'imagine que ça devait être un peu plus fin que ça, alors que le mathématicien de Princeton, Sergiu Kleinerman, dénonce dans une vidéo le débat autour du manque de diversité dans l'enseignement des mathématiques et d'un biais raciste. 2 et 2 ne font plus 4, déclare-t-on à la tribune. Cela rappelle le moment Lysenko, quand la science prolétaire devait remplacer la science bourgeoise, ou le moment Goebbels, quand la science devenait plus sensible à la race. Ah oui, bah c'est pareil. Ose Pierre Jourde, écrivain et critique. Un spécialiste, encore une fois, écrivain et critique. Ces propos trouvent un écho bien au-delà du cénacle de l'amphithéâtre Liard. En juin 2020, Emmanuel Macron disait en privé que les universitaires sont coupables d'ethnicisation de la question sociale et cassent la République en deux. Voilà, c'est ce que je vous disais en intro, c'est ça. J'avais oublié le mot exact, le terme exact, c'était qu'il cassait la République en deux. Merci Fluffy Donache. Désolé, j'ai désactivé, il y a des gens qui m'ont dit, sur les replays notamment, qu'entendre les salauds à tout bout de champ alors qu'ils écoutaient une vidéo de 2 heures, au bout d'un moment ça rendait un peu ouf. Donc quand je suis vraiment sur les articles, en fait je coupe les salauds et je les remets quand je suis en full screen et que je vous parle directement à vous, entre les votes, etc. Voilà, vous voyez, s'il n'y a pas trop vous voyez l'idée, hein. Voilà, donc il casse la République. Des propos proches des théories des mouvements du printemps républicain et de Vigilance Université, dont nombre d'intervenants du colloque sont proches ou membres. Jean-Michel Blanquer, lui-même, a parlé, visant à nouveau les universitaires, de complicité après l'attentat contre Samuel Paty en octobre 2020. Il y a un an, Frédéric Vidal déclenchait à son tour la consternation dans la communauté scientifique en annonçant vouloir diligenter une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Bon, ça c'est tout ce que je vous ai rappelé avant, hein. Le CNRS, auquel cette embarrassante mission aurait été confiée, avait immédiatement répondu par voie de communiqué que la notion n'était qu'un slogan politique ne correspondant à aucune réalité scientifique. L'organisme avait par ailleurs mis en garde contre toute instrumentalisation de la science en précisant qu'il condamnait les tentatives de délégitimation des différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de race ou tout autre champ de connaissances. Bon, ça on en avait parlé déjà à l'époque. Et oui, c'est hyper grave comme accusation d'accuser les chercheurs d'être complices de l'attentat contre Samuel Paty. C'est évidemment, mais bon, on n'est plus à une outrance près chez ces gens-là. Puis en plus, t'as toujours ce truc, tu sors Samuel Paty, tu sors le terrorisme en fait de manière générale, ça fige la pensée, ça fige l'auditoire, c'est l'horreur absolue. Et du coup, oui, tu peux plus penser. C'est la marque de l'infamie totale, quoi. Certains débats du colloque tentent de sortir de l'acrimonie, notamment sur la question de la place de l'étude de l'islam à l'université, avec les interventions moins directement polémistes du sociologue Bernard Rougier et du politologue Arnaud Lacheret, basé au Bahreïn.
Mais les outrances l'emportent le plus souvent, dont celle de Pierre-André Taguieff, qui n'hésite pas à faire du wokisme un ethnocide de grande ampleur. Vous vous rendez compte ? Dans la catégorie un ethnocide. C'est-à-dire on veut tuer un peuple. Voilà. Alors, toujours ce truc, hein, quand je vous disais marqueur de l'extrême droite, c'est de prendre une menace, de l'amplifier et de dire que c'est une menace mortelle. Parce que si c'est une menace mortelle, là tu peux réagir très violemment toi-même. T'as le droit, c'est une menace mortelle. Alors là, si on commence à parler, parce qu'il y a... ouais voilà, si c'est vrai, c'est très grave. S'il y a 12 chercheurs, 30 chercheurs en France là qui font des études de genre, et que toi tu réponds que c'est un ethnocide de grande ampleur, bah qu'est-ce qu'on en fait de ces chercheurs là ? Faut contrer l'ethnocide, c'est affreux un ethnocide. Ou de la sociologue de l'art, du coup, Nathalie Henich, qui elle parle d'abus sur enfants, en donnant les coordonnées d'une association luttant contre ce qu'elle nomme une épidémie de transgenre, favorisée par les enseignants de l'éducation nationale. Pareil, je vous laisse mesurer la qualité du propos, mesurer l'outrance du propos. Puis pareil, hein, là on retrouve aussi une rhétorique sur les enfants, machin, pas loin du truc sur les antivax, hein, tu sais, pareil. Ça fige l'esprit, tu peux plus penser si on dit ils s'en prennent aux enfants. Ouais, vous voyez bien que c'est très puissant en fait sur l'esprit, et c'est au centre de la rhétorique des antivax de toujours revenir aux enfants. Voilà. Le mélange des registres n'arrange rien puisque chacun y va de son histoire personnelle, de la journaliste Claire Cosse au politologue Vincent Tournier, enseignant à l'Institut d'études politiques de Grenoble, où les polémiques s'enchaînent depuis 9 mois. Ce dernier, dans une table ronde intitulée « Il faut sauver Blanche-Neige, totem et tabou de la cancel culture », n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Relevant sous la forme de blague la non-parité à la tribune, oh, il devait rigoler. Oh, vous avez vu, c'est non-paritaire, mais vous avez vu, on est entre nous, on s'en branle, vous avez vu, nous, on s'en fout. Voilà. Norme du colloque d'après nos observations, la non-parité était la norme, hein, nous dit l'article. Il disserte sur la censure dans le cinéma et fait rire en regrettant qu'une photo d'actrice nue soit peu visible sur le grand écran de la Sorbonne. Ah, on est carrément dans la grivoiserie. Vous ratez, messieurs, la meilleure partie du film. Puis, à propos de Blanche-Neige, il se demande benoîtement si le dessin animé n'est pas totalement woke compatible, puisqu'il met en scène des nains et même le quota handicapé grâce à Simplet. On est à ce niveau, quoi. Le niveau, mais c'est le niveau plateau de Pascal Praud, quoi. Aucune expression réellement discordante n'a eu voix au chapitre. Nous avons essayé d'en inviter, mais ils ne sont pas venus, par peur des réactions, explique Emmanuel Hénin. Et d'ailleurs, quand il y a des colloques sur le colonialisme, ils ne nous invitent pas. Au moins, bah évidemment, vous n'êtes pas spécialiste du sujet. Si vous étiez spécialiste du sujet, vous seriez invité. Et puis, je comprends qu'un chercheur n'ait pas envie d'être à 1 contre 4, avec une salle ricanante, et vu l'intitulé des... Enfin bon, c'est assez logique, quoi. Au moins 3 chercheurs, dont le professeur de droit Olivier Beau et le professeur de littérature Jean-Yves Masson, ont effectivement fini par décliner l'invitation devant l'absence de légitimité académique de certains intervenants. Oui, ils se sont dit, ça va être la foire, quoi. Ça va être la... bah, et d'ailleurs, le truc sur le Blanche-Neige le confirme un peu, c'était la foire. Quand l'Observatoire du décolonialisme a lancé son appel lors de sa création, ils ont été 77 à répondre. 30 professeurs émérites, donc des retraités, et 60 hommes. C'est un premier élément d'explication, remarque Caroline Ibos. Ce sont des gens qui ont été puissants, très puissants, et qui se trouvent confrontés à une perte de pouvoir, car oui, l'université change, et les sciences sociales aussi. Nous, on fait notre travail de chercheur, on dirige des thèses, on gère un laboratoire, on travaille beaucoup. Nous n'avons pas le temps pour ces bêtises. Se poursuivant, samedi 28 janvier, le colloque devrait se clore par l'intervention de Gilbert Abergel, président du comité Laïcité République, et plus surprenant de Thierry Coulon, président du très officiel Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCERES. Interrogé sur la critique concernant le manque de rigueur scientifique des intitulés et la composition des panels, ce dernier reconnaît des formulations un peu flottantes et peu rigoureuses. Enfin bon, lui, il y est allé. Pas de quoi faire renoncer Thierry Coulon, ancien conseiller d'Emmanuel Macron sur l'enseignement supérieur. Et lui, il dit « Je ne suis pas là pour apporter une caution ou pour me faire instrumentaliser, mais je trouve dangereux d'aller à des débats où l'on est d'accord avec tout le monde. Dans le milieu universitaire, on a intérêt à se parler. Quitte à monologuer. » Bon bah voilà, c'était pire que ce que je pensais en fait, ce colloque. C'est ça, des vieux blancs qui ne veulent pas s'intégrer, c'est exactement ça. Et puis surtout qu'on peur des jeunes, ils ont peur qu'il y ait toute une partie de la jeunesse, y compris de la jeunesse qui vient des quartiers populaires, de la jeunesse non blanche, qui accède à l'université, qui s'intéresse à des sujets qui jusque-là n'intéressaient pas. Et bah c'est terrifiant pour eux ça. Donc il faut absolument dire que c'est quasiment Daesh en fait ces gens-là. Mais on en est là, on en est vraiment là.
Donc l'article est horrible. Horrible, l'article est payant ou blog? Bah non, non, c'est un article de la rédaction de Mediapart, donc c'était Mathilde Goannec et Lucie Delaporte. Vous voulez pas lire l'article sur Taubira pour rigoler un peu? Non, non, ça ira. Ça ira. Non, puis surtout on a voté, donc le deuxième article, putain mais ça vous intéresse de regarder les fachos, ou peut-être de produire une critique de ce qu'ils racontent aussi. Donc là, le deuxième article que vous avez choisi est un article plutôt critique des médias par Abel Mestre. Entre le 3 et le 7 janvier, Abel Mestre a regardé uniquement la chaîne de Vincent Bolloré, sa seule source d'information. Et donc il va nous dire ce qu'il a compris de l'actualité lors de cette semaine, où il s'est contenté de CNews. Et il va nous raconter ça, mais vous avez voté pour ça, vous allez regarder ça. Et oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui avait remarqué, j'ai une pub pour les plans cul. Bah oui, j'ai une pub pour les plans cul, qu'est-ce que vous voulez? Et si 2022 se jouait à la télé, avec les restrictions, mais c'est Le Monde, faut engueuler la régie pub du Monde, avec les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, il y aura moins de terrain, moins de grands meetings. Les chaînes d'information en continu joueront un rôle fondamental. Aux côtés de LCI, de BFM TV et de France Info, CNews tient une place particulière. Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne, veut en faire un fer de lance de la campagne pour diffuser un discours politique réactionnaire et conservateur. Et cela semble fonctionner. Selon les chiffres de Médiamétrie, CNews est passé de 1,4% de part d'audience nationale à 2% entre 2020 et 2021. Ces chiffres sont tout de même bien inférieurs aux principales chaînes comme TF1 et France 2 qui réunissent respectivement 19,7% et 14,7% des parts d'audience sur l'année. Donc c'est un petit phénomène, mais c'est un phénomène quand même. En outre, l'une de ses principales têtes d'affiche, le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, est candidat, souvent placé en 4e place dans les études d'opinion. Un rôle de premier plan donc pour l'ancien co-présentateur de Face à l'info. La question arrive logiquement, CNews fait-elle campagne pour l'ancien chroniqueur du Figaro? Et c'est vrai que là tu vois que le truc de Médiamétrie, oui je sais que les pubs sont ciblées, et oui, les trucs de médiamétrie, de regarder le temps de parole des candidats eux-mêmes, parfois t'es dépassé par si t'as la chaîne entière qui roule pour un candidat avec des éditorialistes qui s'enchaînent, etc. Qu'est-ce que tu veux mesurer? Qu'est-ce que tu veux faire? En plus, je crois qu'ils s'en branlent CNews du CSA, et je crois même que le CSA s'en branle un peu de CNews, c'est pas tellement dans ses priorités non plus. J'avais vu un papier qui allait dans ce sens aussi. En outre, non, ça on l'a dit. Pour y répondre, CNews fait-elle campagne? C'est ça sa problématique du coup à Abel Mestre. CNews fait-elle campagne pour l'ancien chroniqueur du Figaro? Pour y répondre, nous avons regardé du lundi au vendredi de 9h à 21h, avec une pause entre 14h et 16h. De 9h à 21h, il a fait ça pour de vrai? La chaîne de Vincent Bolloré. C'est pire que ce qu'on a fait, c'est bien pire que ce qu'on a fait avec BFM TV en une journée, quoi. Nous, il y avait l'épreuve d'endurance, il y avait l'idée de tenir de 7h du matin à 1h du mat, je crois, le lendemain. Mais là, une semaine entière, mais comment il n'est pas devenu zinzin? Il va nous le raconter. Entre le 3 et le 7 janvier, elle fut notre seule source d'information. L'auteur de ces lignes n'a lu aucun journal, n'a consulté aucun site d'actualité, n'a pas écouté de radio ou regardé d'autres chaînes de télévision. Nous n'avons pas consulté les réseaux sociaux, à part pour relever des messages privés. En 2004, le réalisateur américain Morgan Spurlock avait décidé de manger 3 fois par jour au McDonald's en acceptant à chaque fois les menus XL. Il s'agissait de démontrer par l'absurde les conséquences d'une alimentation déséquilibrée. L'idée est la même ici. Quelle vision du monde avons-nous quand nous nous informons uniquement sur une seule chaîne? L'un des slogans de la chaîne est « Venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion ». L'équivalent télévisuel du « venez comme vous êtes » de McDonald's. Cette formule résume la grille des programmes, des débats censés réunir des gens de tous les avis, qui virent souvent au clash. La liberté d'opinion est constamment mise en avant, sauf qu'elle est biaisée. En général, il y a 4 invités plus le journaliste animateur, et très souvent, 3 des participants penchent fortement à droite. Reste donc celui ou celle censé être le représentant du progressisme, souvent un membre de La République En Marche, ou proche de cette dernière, beaucoup plus rarement de gauche. Dans l'univers de CNews, d'ailleurs, la gauche n'existe pas, ou presque. Elle est systématiquement moquée, notamment Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle, surnommée Madame 4%. Une blague est répétée, elle aura plus de parrainage que de voix. En revanche, le candidat communiste Fabien Roussel est souvent cité en exemple, notamment parce qu'il assume un discours considéré comme plus sécuritaire que les autres candidats de son camp politique. Là, oui, il plaît aux fachos, Fabien Roussel. Ils voteront pas pour lui, mais ils le défendront. Ça fait plaisir, donc ils vont se faire de nouveaux amis. Certains communistes sont très contents de ça. Ouais, mais regardez, ça marche.
Mais c'est cette idée, toujours, comme je vous avais dit en première partie, l'idée qu'ils veulent reconquérir un électorat qu'ils pensent s'être complètement droitisé. Donc plutôt que de travailler sur cet électorat, de proposer des choses, eh ben, ils vont proposer des choses qu'ils s'imaginent être déjà dans la tête des gens. Donc allez, bah, puisque les gens sont réacs, on va faire des trucs réacs. Et bah du coup les réacs sont là, franchement, chapeau le Parti communiste. Ça c'est du Parti communiste comme on aime. Ouais. Donc on le voit du coup sur CNews. La gauche est également résumée à une survivance du passé, déconnectée du terrain, quand elle n'est pas le bras armé du wokisme, l'une des obsessions de la chaîne, signifiant littéralement être éveillé aux discriminations. Le terme woke est utilisé sur CNews comme un fourre-tout de la pensée critique, accusé d'être racialiste, pro-minorité, islamo-gauchiste, promouvant la culture de l'effacement et la théorie du genre. Les représentants de la gauche présents en plateau servent ainsi de caution à un faux pluralisme. Il y a même un jeu de rôle. Ils sont les indignés systématiques, ceux qui râlent, pestent, se plaignent d'être caricaturés quand les autres invités déroulent leur discours. Bah oui, du coup, t'as tout le plateau, c'est un peu les raisonnables. Ils sont là, ils rigolent. Et puis, du coup, l'invité de gauche, je me souviens du passage de Claire Nouvian. Claire Nouvian qui était passée un moment par Place Publique, il me semble, qui avait fait un passage chez Pro où c'est comme dans Don't Look Up, quoi. Et donc du coup tu passes pour un hystérique ou une hystérique, d'autant plus si t'es une femme, au milieu d'un plateau où même l'animateur est là à dire « Ah ça suffit là, non et oh on se calme hein !» Parce que bah, si tu t'énerves, et il y a de quoi s'énerver, de toute façon ils font tout pour t'énerver, et bah t'as perdu, en fait pile tu perds, face tu perds, enfin tu perds tout le temps, quoi, voilà. Les représentants, donc la gauche, les représentants de la gauche servent de caution, il y a même un jeu de rôle, voilà. Ceux aussi contre qui tout le monde se ligue dans une étonnante simplicité, les candidats, les gens de la gauche. Car CNews assume son message politique. On le voit dans le choix des sujets développés tout au long de la semaine. La politique nationale occupe tout l'espace, l'actualité internationale est presque ignorée. Pour cette rentrée politique, ce sont les mesures contre la pandémie qui ont été le plus traitées, ainsi que les débats parlementaires sur le pass vaccinal, ou encore la disparition d'Igor Bogdanov, quelques jours après son frère Grishka. J'avais oublié ce truc déjà, moi. Tous deux morts du Covid-19. De même, les déclarations d'Emmanuel Macron dans Le Parisien ont été largement évoquées, ainsi que les réactions. Face à des lecteurs, le chef de l'État a affirmé « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. » Puis, « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. » Un irresponsable n'est plus un citoyen. Enfin, l'interview d'Éric Zemmour sur Europe 1, où il souligne le risque qu'il n'ait pas ses signatures, a été le grand thème de la fin de la semaine. Les prises de position de Pascal Praud. Ah bah Pascal Praud, il a le droit à son chapitre à lui tout seul, ça fait plaisir. D'autres sujets ont pris une place démesurée, il en va ainsi de la vidéo du rappeur Gims. Ah bah oui, c'est vrai que moi je l'ai pas trop vu passer dans ma TL, mais j'ai vu qu'il y avait un truc avec Gims, Valérie Pécresse... Pécresse qui dit que finalement Gims est un rappeur étranger alors que Gims avait soutenu Pécresse parce qu'en tant que présidente de région, je crois qu'elle a dû filer des subventions à une asso dans laquelle il y avait que soutenait Gims ou je sais pas quoi, enfin il y a dû avoir un truc comme ça, en tout cas pour les régionales il soutenait Pécresse. Et sauf que là il a dû dire me donnez pas du bonne année à moi parce que c'est pas en tant que musulman, je sais pas quoi, je sais même pas s'il dit en tant que musulman d'ailleurs. Donc pas de Noël, pas de bonne année, machin. Et alors là, c'est la fin de la République, évidemment. Et donc il a fallu que Pécresse se désolidarise de Gims, ce qu'elle a fait en parlant de lui, en disant que c'est un rappeur étranger, qu'elle ne le soutient pas, etc. Voilà. Donc, il en va ainsi de la vidéo du rappeur Gims demandant à ses fans, notamment musulmans, de ne plus lui souhaiter la nouvelle année ni ses anniversaires, ou la présence exclusive du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, mais c'est vrai que c'était la semaine dernière ça, à Paris, pour marquer la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. CNews a une cible principale, l'exécutif. Et ça, c'est Bolloré qui est là, tapez Macron, tapez Macron, tapez Macron. Bolloré ne s'entend pas avec Macron. Il y en a qui ont essayé de les réconcilier, de leur faire un dîner et tout. Mais Bolloré est persuadé que non, Macron le déteste, donc il déteste Macron. Donc ça tape à fond sur Macron. Les journalistes animateurs prennent position, assument une certaine radicalité. C'est notamment le cas de Pascal Praud, l'ancien journaliste de sport est fondamental dans l'architecture de la chaîne. Il a 2 émissions quotidiennes du lundi au jeudi, l'heure des pros, le matin à 9h, l'heure des pros 2, à 20h. Il s'est pas foulé hein, sur les titres. Le vendredi, c'est Julien Pasquet qui assure le numéro du soir. Les sujets qui y sont développés sont ceux qui sont traités par les autres émissions toute la journée, mis à part Face à l'info, qui a une certaine autonomie. Monsieur Praud reçoit des invités politiques connus. Mardi 4 janvier, Marlène Schiappa, ministre de la Citoyenneté, était en plateau. Nadine Morano, députée
européenne LR, opposition très conservatrice, fut invité 2 fois dans la semaine. Putain, 2 fois Morano. Souvent aussi, il lit les SMS envoyés en direct par certaines personnalités. C'est vrai qu'il fait ça. Ça, c'est original. Je crois qu'il y a que Hanouna qui fait pareil, qui dit « Et là, j'ai un SMS de machin qui nous dit « Bisous les chéris, machin ». Et il fait ça aussi, Pro. Ce dernier, donc Pro, se présente comme le tenant de la réalité du terrain, base ses arguments sur des discussions qu'il dit avoir eues en privé avec des citoyens lambda, use de l'humour et de la fausse exaspération. Porte-parole autoproclamé des Français en colère, il ne se prive jamais d'attaquer le gouvernement. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer devant l'amateurisme, la déconnexion, la provocation de ceux qui nous gouvernent. Chez ces gens-là, on ne pense pas, on méprise, assène-t-il dans son billet du lundi 3 janvier. C'est vrai qu'il fait un petit billet de 2 minutes, je sais pas quoi, où il démarre ses émissions avec un tout petit billet d'humeur, assez court, mais toujours très tranché, dirons-nous. Hein. Dans les autres émissions, notamment celle de Jean-Marc Morandini, Sonia Mabrouk ou Laurence Ferrari. Alors je pense que du coup Abel Mess n'a pas dû entendre parler du fait que Jean-Marc Morandini était renvoyé devant le tribunal pour ces trucs de harcèlement sur mineurs ou je sais pas quoi, enfin des trucs super chauds là. Ça n'a pas dû passer sur CNews, ça. Mais bref, dans les autres émissions, Morandini, Mabrouk, Ferrari, les attaques passent par les invités et les chroniqueurs majoritairement opposés au gouvernement. D'autres cas sont beaucoup plus équilibrés. C'est le cas de Clélie Mathias l'après-midi ou de Patrick Boisfer, la doublure de mesdames Mabrouk et Ferrari en fin de semaine. Mardi 4 janvier, les déclarations d'Emmanuel Macron dans Le Parisien ont quelque peu changé la donne. Des phrases prononcées par un président ivre de lui-même, selon Pascal Praud. Emmanuel Macron aurait-il trahi notre idéologie, notre héritage républicain, s'interroge Sonia Mabrouk à l'heure du déjeuner. Pour Laurence Ferrari, ces déclarations ont rajouté du sel sur les plaies et pourraient provoquer des violences. Quid de la candidature d'Éric Zemmour? D'ailleurs, elles ont provoqué des violences. Hein. Vous avez vu ce député qui s'est fait jeter des mottes de terre, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était le député de Saint-Pierre-et-Miquelon. Quid de la candidature d'Éric Zemmour? Allez, on y est. Les membres du parti Reconquête ne sont pas surreprésentés sur CNews. En tout cas, pas plus que ceux du Rassemblement National, du Parti Les Républicains ou de LREM. Cependant, à plusieurs reprises, des invités louent le discours du polémiste condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine. Des intervenants réguliers comme Jean Messia, qui a quitté le FN fin 2020, soutiennent ouvertement le candidat. D'autres, comme Elisabeth Lévy, directrice du magazine réactionnaire Causeur, cachent à peine leur approbation, évidemment. Jeudi matin, M. Zemmour était l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1, radio quasi absorbée par le groupe Bolloré après l'arrivée fracassante du Mania breton au sein du groupe Lagardère en décembre 2021. Le candidat d'extrême droite évoquait le risque de ne pas pouvoir réunir ses signatures, une inquiétude relayée du coup toute la journée sur CNews qui s'alarme d'un possible déni de démocratie en cas d'absence de celui-ci. Madame Mabrouk critique le midi sur CNews cette fois ce système pervers. Imaginez un instant qu'Éric Zemmour n'obtienne pas ses parrainages, mais imaginez! Je n'ai rien contre Philippe Poutou, mais comment il obtient ses parrainages? Même pour Jean-Luc Mélenchon, ce serait honteux qu'il y ait une difficulté à obtenir les signatures, peu importe comment il est perçu, poursuit-elle. Surtout, Éric Zemmour serait plus malin que les autres. C'est Pascal Praud qui le dit. Après la réaction du candidat d'extrême droite aux déclarations d'Emmanuel Macron, « Il est meilleur que les autres, hein, sa déclaration est la plus juste, la plus intelligente », insiste-t-il. Quelques minutes plus tard, sur la fin de l'anonymat des parrainages, M. Praud persiste. « Une nouvelle fois, Éric Zemmour a raison. Il pointe la perversité XXL de François Hollande, qui toute sa vie aura fait de la basse politique. » Autre spécificité de CNews, le terme « extrême droite » n'existe pas. Qualifier ainsi Marine Le Pen ou Éric Zemmour serait la preuve d'appartenir à la gauche morale des années 80, d'être dépassé. Pascal Praud est clair. Je ne dis jamais que le rassemblement est d'extrême droite, je dis conservateur, réactionnaire. L'extrême droite en France, je pense qu'elle n'existe plus depuis bien longtemps. Certains, comme Julien Pasquet, parlent de droite nationale, un vocable utilisé d'ailleurs depuis plusieurs années par cette famille politique pour éviter la stigmatisation. Et j'entendais une conférence de Nona Meyer qui travaille précisément sur ces questions. Je me demande si je l'ai gardé de côté, mais je peux vous la retrouver pour Politeia, qui racontait un petit peu ce qu'on raconte dans l'épisode sur Jean-Marie Le Pen. Et elle a dit la différence entre les fascistes et l'extrême droite, c'est qu'en fait l'extrême droite c'est le moment où justement cette famille politique veut s'inscrire dans la République. Et quand on dit l'extrême droite, c'est qu'en fait c'est relatif, elle est à l'extrême droite, il n'y a rien d'absolu si vous voulez, mais elle est à l'extrême droite du champ
des idées autorisées à se présenter, des partis autorisés à se présenter, donc du champ politique électoral en France. Et tu prends n'importe quelle question, tu prends n'importe quel mec qui vote, plus il est à droite, plus il va voter pour cet endroit-là qui est relatif. C'est-à-dire si tout le champ se déporte vers la droite, l'extrême droite l'emportant va être encore plus d'extrême droite, si vous voulez. Et si tout le champ se déplace vers la gauche, et ben à un moment l'extrême droite va être timorée, mais elle sera toujours l'extrême droite parce qu'elle est l'extrême droite de quelque chose. Là, je suis désolé, Éric Zemmour, c'est quand même ce qu'on a de plus à droite dans le champ politique, donc c'est littéralement l'extrême droite, c'est en tout cas de cette manière que le défend Nona Mayer. Elle dit après les fascistes, oui on peut dire c'est autre chose, même si on peut dire qu'il y a des filiations, etc., mais elle le défend comme ça. Mais eux ils disent il n'y a plus d'extrême droite parce que l'extrême droite c'était les nazis. Or, c'est pas ça l'extrême droite, hein. Enfin, l'extrême droite, c'est avoir un brassard nazi et marcher au pas. Voilà, point barre. Hein, je vais vous expliquer ce que c'est l'extrême droite, Dolores. Voilà. Donc, Éric Zemmour, il est plus malin, l'extrême droite n'existe pas. Là, c'est dépassé. Pascal Praud est clair. Je dis jamais que le Rassemblement national est d'extrême droite. Je dis conservateur, réactionnaire. Certains, comme Julien Pasquet, parlent de droite nationale, mais ça, on l'a déjà dit. D'ailleurs, c'est Jean-Marie Le Pen utilisait ça dès les années 80. Vous le voyez dans notre truc sur Jean-Marie Le Pen pour Blast. Il le dit en plateau, il dit la droite nationale, n'est-ce pas ? Sonia Mabrouk, elle, s'inquiète de voir qualifier d'extrême droite le moindre Français attaché au drapeau français. Regretter l'absence du drapeau français aux côtés du drapeau européen, c'est être d'extrême droite. Et oui, lance-t-elle ainsi. Elle regrette également que de grands sujets comme la sécurité, l'immigration, la civilisation, l'hôpital, cherchez l'intrus, passent au second plan derrière l'épidémie. Si CNews est une chaîne qui semble faire campagne contre M. Macron, et avoir une certaine sympathie pour Éric Zemmour, c'est aussi un canal où règne le doute sur l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 et les critiques contre la politique sanitaire du gouvernement. Vous avez vu que les antivax, quand même très 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 présents à l'extrême droite, ce sont assez largement aussi des animateurs du mouvement antivax. L'extrême droite, hein, on retrouve évidemment Philippot qui vient de cette famille-là, etc. Et puis que quand tu cherches de toute façon dans la rhétorique anti-vax, tu tombes sur du complotisme et encore plus loin du conspirationnisme avec de l'antisémitisme, etc. Donc les filiations sont quand même assez évidentes. Tu peux passer très vite de l'OMS à Jacques Attali, etc., quoi. On le voit avec les influenceurs Jean-Jacques Crèvecoeur, tous ces gens-là. Qui sont des antisémites aussi. Bref, donc du coup, dans l'émission de Jean-Marc Morandini... Ah non, chaque jour... donc du coup, c'est pas étonnant que ces rhétoriques d'extrême droite, ces rhétoriques complotistes, conspirationnistes, soient relayées avec beaucoup de zèle sur CNews. Chaque jour revient la question de la pertinence du pass vaccinal. Les non-vaccinés sont considérés comme des boucs émissaires. Pourquoi pas, on peut aller plus loin, hein, l'étoile juive, machin, tout ça. Hein, ils vont jusque-là dans les manifs. Hein. Dans l'émission de Jean-Marc Morandini, le professeur Jean-Michel Clavry affirme même que le vaccin est une escroquerie. On s'interroge. Vaccination égale contamination ? Ça, c'est le bandeau sur l'écran le 5 janvier. Le vaccin n'est plus une arme. C'est en tout cas ce que CNews croit comprendre de la vidéo hebdomadaire du controversé professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de l'Institut Méditerranée, machin, truc. Pour répondre aux polémiques, monsieur Raoult sera l'invité vedette le jeudi, donc l'invité vedette, lors de l'émission de Jean-Marc Morandini, évidemment. Cet entretien servira de thème à pratiquement toutes les émissions de l'après-midi et du lendemain. Comme souvent, il y a une économie circulaire dans le groupe Bolloré. Un sujet de CNews est utilisé toute la journée pour construire des débats. Et le relais est pris par C8 et Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. Ce sera le cas avec le professeur Raoult. De l'interview chez Morandini seront tirées plusieurs leçons. D'abord, que le vaccin ne contrôle pas les contaminations. Partant, est-il utile de se faire vacciner, surtout si Omicron est bénin, comme l'ont avancé plusieurs invités et chroniqueurs. L'affirmation de Didier Raoult comme quoi il y aurait une religion du vaccin avec des missionnaires est aussi largement approuvée. Je ne suis pas du tout anti-vaccin, mais on a tort d'imposer ça à des gens de 30 ans en pleine forme, veut ainsi croire Jean-Marc Morandini. Alors toujours, comme je vous disais, on peut aller super loin avec les rhétoriques anti-vax, on peut aller jusqu'au conspirationnisme, à des trucs antisémites, mais tout le jeu de l'extrême droite, ça a toujours été de sous-entendre, d'être dans l'évocation subtile, donc avec les arguments de porte d'entrée.
qui vont dire faites-vous votre propre idée, mais moi je vous dis que hop, tu commences par le vaccin, c'est dangereux, mais s'il est dangereux, pourquoi on nous l'impose? Qui nous l'impose en fait? Et pourquoi on nous l'imposerait? Pourquoi le gouvernement, Big Pharma? Et puis en fait le complot, voilà, vous voyez, vous ouvrez des portes d'entrée sans aller jusqu'au bout, parce que si vous allez jusqu'au bout, et c'est arrivé hein, sur CNews, qui mettent voilà, le fameux truc avec le mec qui est parti, je crois que c'était un général en retraite, qui a été poussé un petit peu trop loin, quand on lui a dit mais alors déroulez, il y a qui derrière, il y a qui, c'est de là que vient les trucs de qui, et il a fini par dire bah c'est les juifs, voilà. Donc si tu pousses, tu peux avoir la vérité de ce que pensent ces gens-là au fond, mais ils savent très bien que normalement il faut pas le dire, c'était une erreur ce qu'il a fait le gars. Donc ils savent très bien qu'il faut pas le dire, il faut ouvrir, voilà, il faut semer des indices, voilà, on sème des indices. Dans l'univers de CNews, il existe une case à part, celle de Face à l'info. L'ancienne émission d'Éric Zemmour est la seule qui assume clairement son identité politique. Hasard, c'est avant ce programme que l'on peut voir une publicité pour Getter, un réseau social populaire à l'extrême droite. Putain, je savais pas qu'il faisait des pubs. C'est Christine Kelly qui l'anime. Elle lance les chroniques, présente les sujets, se permet parfois des commentaires, mais jamais contradictoire avec les intervenants. Dans Face à l'info, ce sont toujours les mêmes chroniqueurs. L'essayiste Mathieu Bock-Côté remplace Éric Zemmour, il est accompagné de Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, hebdomadaire de la droite extrême, de Marc Menant, qui s'occupe des sujets historiques, et de Dimitri Pavlenko, journaliste à Europe 1. Ce dernier interviewe l'invité politique de la matinale d'Europe 1 avec Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté. Encore une fois, le système du groupe Bolloré est autosuffisant. Face à l'info, c'est l'émission de la France qui a peur. Peur du grand remplacement, du wokisme, de l'effacement civilisationnel. Pour Mathieu Bock-Côté, la vidéo de Gims, où il demande à ses fans, notamment musulmans, de ne pas lui souhaiter bonne année, est de toute première importance. Il y voit l'accouplement morbide du multiculturalisme et de l'islamisme. Les bordeaux qui défilent en bas de l'écran sont aussi essentiels, ils donnent le ton, un peu à la manière des titres de la presse écrite. Lors de l'édito de Monsieur Bock-Côté sur Gims, on a pu voir Gims, le calendrier chrétien mis en cause, point d'interrogation, ou encore Gims, une remise en cause du modèle occidental. Ah, on en est là, hein. Sur la gauche, le Québécois décerne les bons et les mauvais points, lui qui minore toujours l'identité républicaine de la France, dit apprécier la gauche républicaine, rempart supposé contre les wokistes. Le reste de cette famille politique est voué aux gémonies. Il poursuit donc la tribu idéologique la plus haineuse que l'on connaisse, c'est cette frange de la gauche sectaire qui croit avoir le monopole du vrai, du juste et du bien et considère que l'autre qui n'est pas d'accord avec elle, c'est le diable. Finalement, c'est le site de CNews qui résume le mieux l'esprit général. Sur son bandeau, on voit une flèche rouge pointant vers la droite avec le slogan « La chaîne qui déchaîne ». Wow, eh ben... C'était épique tout ça, n'est-ce pas? Accent validé, c'est bon? Ben, c'est Mathieu Bock-Côté, hein. Eux ils importent directement des États-Unis, de l'ère culturelle nord-américaine, dirons-nous, leurs polémistes, carrément. Voilà. Bock-Côté parle pas comme ça. Il va plus vite, ah c'est possible. C'est possible. Ah, il y a un Québécois, il y a des... Voilà, il faut que des Québécois valident l'accent, s'il vous plaît. Merci. Bon bah voilà, je pense qu'aujourd'hui on a fait... la semaine prochaine, j'essaierai de choisir un petit peu moins de contenu 100% facho. Parce que là, mais en même temps, vous avez raison, autant taper sur les fachos, parce que si on tape sur la gauche, ça va nous déprimer. Il y a de quoi faire, hein, mais ça va nous déprimer. Donc ouais, là on est parti sur CNews et le colloque du wokisme. C'est autant faire ça. Écoute, on a une responsabilité de continuer à produire du discours critique sur ces gens-là, hein. Voilà. Montrer qu'ils sont pas hégémoniques partout. Bon bah écoutez, très bien, nous on se retrouve quand? Parce que là on va arrêter là. On se retrouve quand? On se retrouve jeudi, certainement du coup sur Twitch pour restreamer un grand entretien de Mediapart. Parce que je crois qu'il n'y a pas de backseat jeudi. Il y a un grand entretien de Mediapart avec un ou une candidate à l'élection présidentielle qu'on va du coup... vous commenter en live comme on l'avait fait sur le débat sur le débat des écolos quand il était à Mediapart. Voilà, bah merci à vous d'avoir suivi ça. Bah c'est l'heure du raid. Hein. C'est l'heure du raid et allez, exceptionnellement,
Je vais vous envoyer chez Dany Heraz. En général, là je vois pas beaucoup de petites chaînes que je n'ai pas déjà raidées récemment. Donc ça va être Dany Heraz. J'ai vu qu'ils vont regarder, ou alors ils ont déjà regardé, je sais pas c'est quoi leur, le OLG d'aujourd'hui. Ils vont parler de quoi? Non, ça c'est moi, ça, Taubira machin. C'est le titre de mon stream à moi, ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah je sais pas trop. Voilà, j'ai vu qu'ils parlent de moi, mais je sais pas quoi d'autre. Donc, hop, je vais lancer. Comment on fait déjà? Ils ont changé les boutons là. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi, merci d'avoir soutenu la chaîne aussi. On se retrouve lundi prochain ici, peut-être jeudi prochain ici aussi, il n'y a pas de backseat. Et puis sinon, bah, nous on va commencer à bosser sur le prochain... Là c'est ça qu'on fait cette semaine avec Host. On commence à bosser sur la prochaine grosse émission pour Blast. Et on devrait s'attaquer à une figure de la droite. Mais vous savez, on s'attaque à des vieux, à des morts, à des mecs qui aujourd'hui sont plus trop dans le game, mais qui sont encore invoqués, qui ont encore de l'importance dans le débat. Je ne vous dis pas qui c'est, on vous le dira un petit peu plus tard, on laisse le suspense. Hein. Mais voilà, c'est plutôt des gens que vous avez plutôt vus à la grande époque des Guignols, voire avant. Et voilà, on va parler d'une figure importante de la droite. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée, et on se retrouve très bientôt. Mais je sais pas si j'ai envoyé le stream. Ah oui. Si c'est bon. J'ai fait le... Envoyer le stream, ça veut rien dire. Je sais pas si j'ai fait la bascule. La bascule. Non si c'est bon, j'ai fait la bascule.